Le titre le plus célèbre de Nicolas Bouvier, c'est L'usage du monde, un livre dont beaucoup de gens ont entendu parler, même si tout le monde ne l'a pas lu. L'usage du monde, c'est un livre original, enthousiasmant et d'un humour subtil, un grand récit de voyage qui est aussi une galerie de portraits souvent truculents, mais c'est aussi, et peut-être plus fondamentalement encore, un livre sur le voyage, une réflexion sur le voyage, sur la fatigue, sur le découragement, sur l'amitié. C'est un livre qui n'est donc pas seulement pittoresque et stimulant, il l'est bien sûr, mais qui est aussi et surtout un livre profond et admirablement écrit. On peut y voir l'odyssée d'un écrivain de grande classe qui propose à son lecteur une philosophie du voyage et finalement une philosophie de la vie. Comme il l'écrira plus tard, dans ses réflexions sur l'espace et l'écriture, un texte auquel je me référerai encore, je le cite, « Pour les vagabonds de l'écriture, voyager, c'est retrouver par déracinement, disponibilité, risque, dénuement, l'accès à ces lieux privilégiés où les choses les plus humbles retrouvent leur existence plénière et souveraine. » Fin de citation. Nicolas Bouvier n'est pas parti en vue de rapporter un récit de voyage. Il nous dit d'emblée, au tout début de l'usage du monde, ce qui lui a donné envie de partir. C'est, je le cite, la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Fin de citation. Mots qui évoquent les premiers mots du voyage, les deux premiers vers du voyage de Baudelaire. Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. C'est pendant son voyage qu'est venue à Nicolas Bouvier l'envie d'écrire. Longtemps après, il dira avoir écrit, et j'aime beaucoup ces lignes, « Pour sauver de l'oubli ce nuage laiteux que j'avais vu haler son ombre sur le flanc d'une montagne, le chant ébouriffé d'un coq, un ray de soleil sur un samovar, une strophe égrenée par un derviche, ou ce panache de fumée au-dessus d'un volcan javanais. » Fin de citation. C'est donc bien devant l'éblouissement du monde que Bouvier a senti en lui l'envie de fixer des moments de sa vie et surtout des impressions et des émotions afin de les sauver de l'oubli. Il distinguait deux types d'écriture, l'écriture d'action de grâce d'une part et l'écriture d'exorcisme d'autre part, et il avouait préférer la première. Nous pouvons donc déjà retenir ces deux points qui me paraissent essentiels, sauver de l'oubli et rendre grâce. Dans un livre d'entretien publié à Genève en 1992 sous le titre « Routes et déroutes » et auquel je me référerai aussi de temps à autre, parlant de son arrivée à Peshawar, Bouvier dit « Je me sentais débarrassé d'une quantité de conneries et dépositaire d'une quantité de trésors. C'est uniquement pour ça que je me suis mis à écrire. » Mais Nicolas Bouvier, bien évidemment, ne vient pas de nulle part. Et je voudrais à présent évoquer sa vie à travers quelques événements, quelques lieux, quelques rencontres importantes. Pour cela, j'ai trouvé beaucoup d'informations dans deux excellents documentaires réalisés sur et avec Nicolas Bouvier, documentaires dont je tirerai plusieurs citations. Le premier s'intitule « Nicolas Bouvier, écrivain voyageur ». C'est un entretien avec Bertil Galland réalisé par l'association Film Plan Fixe en 1986 et on peut visionner ce documentaire sur le site de cette association Film Plan Fixe. Le deuxième documentaire s'intitule « Le hibou et la baleine ».
Il a été réalisé par Patricia Plattner en 1993 et a été depuis édité sous la forme d'un DVD. Puis, à la suite de ce parcours biographique, je reviendrai sur la genèse de l'usage du monde. Nicolas Bouvier est né près de Genève le 6 mars 1929. Il est le dernier d'une fratrie de 3 enfants dans une famille calviniste cultivée. Son père, Auguste Bouvier, sera directeur de la bibliothèque publique et universitaire de Genève. Sa mère, qui est née Antoinette Maurice, est la fille d'un compositeur de musique. Les 2 parents de Nicolas sont polyglottes. De sa mère, il écrira « Elle connaissait quasiment la Bible par cœur, ce qui est difficile. Elle s'est toujours farouchement efforcée de la mettre en pratique, ce qui est impossible. » Fin de citation. Les vacances d'été du jeune Nicolas sont partagées entre la maison des grands-parents maternels, au bord du lac Léman, et le château de Coinzin, du côté du grand-père paternel. Ce dernier, qui était agrégé d'allemand et avait été recteur de l'université de Genève, était aussi l'auteur de travaux sur Rousseau, et il avait même édité des fragments du journal intime d'Amiel quelques années avant la naissance de son petit-fils. Ce grand-père connaissait tout le monde, dira Bouvier, et c'est à Coinzin, effectivement, que Bouvier rencontrera Tagore, le grand poète indien, à l'âge de 11 ans. Tagore, parmi d'autres. Pendant cette enfance, la lecture joue un rôle considérable pour Nicolas. Il avouera que son choix de vie nomade est parti de la lecture. Il n'y avait ni télé, ni radio chez les Bouvier, on lisait comme des malades, dira-t-il encore. Et il se souviendra notamment du Roi des montagnes d'Edmond About, de La bannière bleue, une histoire romancée de Gengis Khan, parue en 1877, écrite par Léon Cahin et illustrée de gravures que l'on peut encore admirer sur l'édition numérisée de ce livre, procuré par le site Gallica de la BNF. En dehors de ces lectures, on peut citer également parmi les auteurs qui ont compté pour le jeune Bouvier, Jules Verne, Alexandre Dumas, Fenimore Cooper, Jack London, Stevenson. Avec modestie et reconnaissance, Bouvier dira « Je suis couvert de dettes littéraires. Je dois tout à tout le monde. » Et d'ajouter au nom déjà cité celui de Gobineau, le Gobineau des Nouvelles Asiatiques, auquel Bouvier empruntera l'épigraphe d'un article publié plus tard dans la Revue des Sciences Humaines. Voici cette épigraphe à laquelle Bouvier adhérait complètement. « Pendant quelques mois, vous n'aurez rien à faire qu'à marcher devant vous, où vous voudrez, comme vous voudrez, vite ou lentement. Rien ni personne ne vous presse. J'ai connu cette vie et je la pleure éternellement. » Fin de citation. Retour aux lectures d'enfance. Tout ce qui était aventure était considéré comme enfantin, dit Bouvier. On avait comme ça accès au monde des adultes et on se régalait. Les premières lectures qui ont nourri mon imaginaire, c'était le Grand Nord américain et canadien. En outre, chez les parents de Nicolas, il y avait une cuisinière prénommée Ida, chez laquelle il allait souvent en pension, et il y avait chez Ida un volume intitulé « Histoire des voyages », grâce auquel Nicolas a confirmé son intuition que le monde extérieur méritait une visite. On a compris que les livres ont eu pour lui une importance considérable. Dans Le hibou et la baleine, il aura cette magnifique formule « Tous les livres importants vous aident à régler votre mort ». Ça, c'est le critère majeur. Ensuite, il y a beaucoup de livres qui vous aident à vivre
quand vous n'en avez plus le courage. » Fin de citation. Ces derniers mots sont une allusion plus que probable aux instants de déroute et de peur qu'il dira lui-même avoir traversé dans son existence. Lorsque Bouvier entre au collège Calvin, ses parents s'installent cours Saint-Pierre, tout près de la cathédrale du même nom, dans un très bel appartement avec des boiseries du XVIIIe siècle, de grandes pièces et des fenêtres donnant sur de grands tilleuls. Là, ses parents ont reçu diverses personnalités, des écrivains et, par exemple, Marguerite Yourcenar, toute jeune, qui était venue faire des recherches à la bibliothèque universitaire pour sa documentation en vue d'écrire les mémoires d'Adrien, mais aussi Thomas Mann, Hermann Hesse et d'autres encore. En 1940, Bouvier a 11 ans et il rencontre au collège un camarade, Thierry Vernet, son aîné de 2 années. Nicolas et Thierry resteront amis jusqu'à la mort de Vernet en 1993. Après sa maturité, qui est l'équivalent helvétique de notre bac, en 1947, Nicolas Bouvier voyage à Florence et il se rend durant ce séjour chez le grand érudit Bernard Berenson, qui était alors âgé de plus de 80 ans, et qui le reçoit et lui montre sa fabuleuse collection privée. À son retour à Genève, Bouvier étudie le sanskrit et suit également des études d'histoire médiévale. En 1948, il va en Finlande pour la Tribune de Genève. D'Helsinki, il se rend en Laponie, où il rencontre des Lapons nomades avec lesquels il va voyager. Et au retour, il marche 3 jours sans voir un seul être humain, seulement des loups, dira-t-il. Il dort à la belle étoile. J'ai adoré ça et j'ai compris que j'étais fait pour ça. À son retour, il publie dans la Tribune de Genève 2 articles sous le titre « Un voyage en Finlande », dans lequel on trouve déjà, de la part de Bouvier, un regard très observateur et un sens aigu de la couleur. En juillet 1949, pendant son service militaire, un accident au genou va l'immobiliser pendant plusieurs mois, durant lesquels il lit beaucoup, notamment Moby Dick, le grand roman de Melville, et son père lui offre alors, pour lui permettre de se rendre plus facilement à l'université, une petite Fiat Topolino. Ensuite, inscrit en lettres à l'université de Genève, Bouvier suit un séminaire de Jean Starobinski sur Montesquieu. Il prépare en parallèle une licence de droit qu'il obtiendra en 1952, un an avant sa licence de lettres. En 1950, il s'est rendu en Algérie pour un journal suisse, Le Courrier, en compagnie de Thierry Vernet. 3 articles paraîtront racontant leur périple depuis Marseille jusqu'à Biskra, la porte du Sahara. L'année suivante, 1951, ils repartent pour l'Italie, Venise notamment, puis la Yougoslavie. Et à Sarajevo, un événement important, souvent raconté par Bouvier, se situe, qui aura des conséquences tout à fait notables. Voici le récit qu'en a fait Bouvier. C'est un premier récit, j'en lirai un autre juste après, du même événement. Nous avons découvert par la porte d'or de la musique bosniaque, l'une des plus belles, cet admirable folklore qui pulse dans tous les Balkans. Un matin, dans un petit café de Sarajevo, où nous étions arrivés, épuisés, une sorte d'épanchement, d'hémorragie musicale est sortie d'une vieille radio, d'une beauté telle que nous avons été littéralement soulevés de terre. Ça, c'est le premier récit de Bouvier que l'on trouve dans Routes et déroutes, ce livre d'entretien dont j'ai parlé tout à l'heure.
Une autre version, orale, dans Le hibou et la baleine, me paraît encore plus percutante, plus parlante. La voici. Ce café était dégueulasse. Toutes les nappes étaient couvertes de poussière de ciment. Il y avait un grand sentiment de fatalité, de lourdeur, de malheur. Et un rat s'est mis à longer une plainte du bistrot, et tous les types, déjà à moitié saouls, jetaient leurs verres. Et puis ce rat a été blessé, et il a continué son chemin en giclant par sa carotide un petit message morse assez sinistre contre le mur. À ce moment-là, le patron a tourné pour avoir les nouvelles le bouton d'un de ses vieux postes de radio. Et de cette radio est sortie une musique. C'était une chanson sevdalinka, ce style propre à la Bosnie, très marqué par les influences turques. Et tout d'un coup, toute cette, je ne peux pas dire autrement, toute cette espèce de merde dans laquelle on était a été lavée, a été emportée par une musique incroyable. On a été littéralement, Dieu sait qu'on était fatigué, on a été littéralement soulevé de terre. Et puis je me suis dit, ça, c'est un pays où je reviendrai. Le grand voyage qui donnera naissance à l'usage du monde commencera 2 ans après, en juin 1953, à Belgrade. Bouvier a 24 ans, Thierry Vernet 2 ans de plus. En résumé, Nicolas est parti de Genève en voiture, la fameuse Topolino, offerte par son père, tout seul. Il rejoint Thierry Vernet, qui lui se trouve déjà à Belgrade. Après quelques semaines dans cette ville, les 2 amis traversent la Macédoine et s'arrêtent à Prilep, avant de prendre la route d'Istanbul. Ensuite, direction Ankara, puis Ordu, Trébizonde, Erzurum. En fait, ils traversent la Turquie d'ouest en est, en longeant pendant un bon bout de temps la rive sud de la mer Noire. Puis ils franchissent la frontière iranienne où ils arrivent de nuit. Ils seront surpris par l'hiver et devront passer 6 mois dans la ville de Tabriz. Et de ce séjour à Tabriz, Bouvier a rapporté des pages magnifiques dans l'usage du monde, et notamment une très belle évocation des habitudes qu'il avait prises à la gargote des Portefaix au coin du quartier arménien. Je vais en lire un passage. Aux alentours de midi, ils arrivaient par petits groupes grelottants et ployés, leurs cordes enroulées sur l'épaule. Ils s'installaient aux tables de bois dans un grommellement de bien-être, la vapeur montait des haillons, et les visages sans âge, tellement nus, patinés, usés qu'ils laissaient passer la lumière, se mettaient à briller comme de vieux chaudrons. Ils jouaient au tric-trac, lapaient leur thé dans la soucoupe avec de longs soupirs, ou formaient cercle autour d'une bassine d'eau tiède pour y tremper leurs pieds blessés. Les plus cossus tiraient sur un narguilé et parfois dévidaient entre 2 quintes de toux une de ces strophes illuminées qui sont ce que la Perse a réussi de mieux depuis 1000 ans. Le soleil d'hiver sur les murs bleus, la fine odeur du thé, le choc des pions sur le damier, tout était d'une légèreté si étrange qu'on se demandait si cette poignée de vieux séraphins calleux n'allait pas s'envoler avec toute la boutique dans un grand bruit de plumes. Instant tout gonflé de tendresse. C'était admirable et bien perçant, cette manière de se tailler au cœur d'une vie perdue, malgré les bronches rongées et les engelures ouvertes, un petit morceau de bon temps. À cause de l'habitude qui endort et console, la plupart d'entre eux ne savaient presque plus qu'ils avaient faim. Outre leurs 3 verres de thé, ils déjeunaient d'un morceau de pain turc
et d'un mince écheveau de sucre filé. Jamais, quand j'étais à leur table, ils ne commençaient sans m'offrir d'abord « Bépharmaïde, c'est à vous », cette minable pitance qui s'en trouvait aussitôt sanctifiée. Si j'acceptais, c'en était fait du repas de la journée. Je me demandais quel ordre poussait ces ventres creux à offrir ainsi machinalement le peu qu'ils possèdent. Un ordre noble, en tout cas, bien ample, impérieux, et avec lequel ces faméliques sont plus familiers que nous. Au bout de 6 mois, l'hiver de Tabriz ayant pris fin, Bouvier et Vernet reprennent la route. Ispahan, Persépolis, Chiraz, ils traversent le désert de Lout, puis s'installent à Quetta, où ils demeureront environ 3 semaines, employés par le pittoresque patron du Sakibar. De Quetta, ils gagnent l'Afghanistan, ils remontent jusqu'à Kaboul, où ils vont se séparer, Thierry prenant l'avion pour New Delhi, d'où il descendra par train vers Ceylan, afin d'y retrouver sa fiancée. À partir de là, Bouvier continue seul son voyage. La passe de Khyber, c'est là que le livre s'achève, que s'achève l'usage du monde, puis la descente de l'Inde, qui lui prendra 4 mois, avant d'atteindre Ceylan, où il retrouve, à Galles, Thierry et sa fiancée, le 13 mars 1955, après 5 mois de séparation entre les 2 amis. 3 jours plus tard, Thierry et Floristella, sa fiancée, se marient. Nicolas, lui, écrit des articles en anglais et en envoie d'autres à des journaux genevois ou à des revues de langue française, et il tient aussi des cahiers de notes. Je reviendrai sur ces cahiers de notes très importants. En mai, Thierry et sa femme quittent Ceylan pour l'Europe. Nicolas se retrouve donc seul. De plus, il est malade. Il a reçu en mars le faire-part de mariage d'une jeune femme qu'il aimait, prénommée Manon. C'est donc un moment particulièrement difficile pour lui, qu'il évoquera près de 25 ans plus tard dans Le Poisson-Scorpion, un livre admirable dans lequel, avec beaucoup d'humour, Bouvier parle de cette période particulièrement douloureuse qui a été en quelque sorte une descente aux enfers. Pourquoi un si longtemps avant de parler de ce voyage, puisqu'entre-temps il publiera d'autres livres? Eh bien parce qu'il hésita beaucoup, selon ses propres termes, à retourner dans cette espèce d'incubateur maléfique qu'avait été pour lui la période ceylanaise. Il sera resté 7 mois à Ceylan avant de quitter l'île le 11 octobre 1955 sur un bateau français à destination du Japon, où il arrive le 29. Bouvier restera 1 an au Japon, gagnant de quoi vivre grâce à des articles pour des journaux et à des photographies, car il est aussi, à ses heures perdues, photographe. Un journal lui demande un jour d'écrire un reportage sur la route de Tokyo à Kyoto. C'est cette fameuse route du Tokaido qui a inspiré à Hiroshige les 53 stations du Tokaido. Bouvier décide de parcourir cette route à pied, ce qui lui prendra 6 semaines et qui sera une expérience tout à fait extraordinaire, puisque cet itinéraire le fera arriver dans des villages où il n'y avait pas encore l'électricité, ce qui lui donnera bien sûr une connaissance du Japon à l'écart de tous les circuits commerciaux, disons, ou touristiques, même s'ils étaient bien moindres que ce qu'ils sont devenus depuis, et lui donnera par conséquent une connaissance extrêmement profonde d'un Japon ancestral. Il rencontre par exemple une troupe d'acteurs ambulants. C'était tout à fait le capitaine Fracasse au Japon, dit-il, à laquelle il se joint pendant quelques jours. Il quitte le Japon en octobre 1956
et passe alors 2 mois en mer avant d'atteindre Marseille, puis enfin Genève. En 1958, il épouse Éliane Petitpierre, la fille d'un conseiller fédéral, et ils s'installent tous deux à Colonie, dans la maison du Vieux Toit que ses parents avaient acheté. Dans les années suivantes, Nicolas Bouvier devient iconographe, notamment pour les éditions Rencontres, et parmi d'autres projets, il proposera à Jean Starobinski, dont on se souvient qu'il avait été l'étudiant, d'écrire une histoire de la médecine dont il sera le documentaliste. Cette histoire de la médecine paraît en 1963. Le métier d'iconographe le passionne et Bouvier a pu constituer au fil des ans une documentation qui atteint bientôt 30 000 documents. À travers cette culture, il acquiert une lecture très visuelle qui lui fera dire que quand il lit un roman russe, il a en tête toutes les images de la vaste et amoureuse collection d'estampes russes populaires à la nationale. Si je relis Montaigne, dit-il aussi, je vois partout des gibets, des pestiférés, des pendus, des fêtes brésiliennes, des pourpoints. Entre-temps, Nicolas Bouvier a écrit L'usage du monde et il cherche un éditeur qu'il trouvera finalement en 1963. Je reviendrai un peu plus tard sur ce point. Cette même année 63, Bouvier apprend, alors qu'il se trouve à Paris, la mort brutale de son père. C'est un événement qui l'affecte profondément. En 64, il part avec sa femme et leur premier fils pour le Japon. Bouvier retourne au Japon pour collecter des documents en vue d'un livre commandé par les éditions Rencontres, et il se met alors à écrire son livre sur le Japon, qui deviendra Chronique japonaise. En 1968, il reçoit le prix Rambert, un prix qui est remis tous les 3 ans à un auteur suisse de langue française. 3 ans plus tôt, c'était Jean Starobinski qui en avait été le lauréat. En 1981, c'est la parution du Poisson Scorpion, d'abord chez un éditeur suisse, avant d'être repris l'année suivante par Gallimard. Il aura donc fallu 25 ans à Bouvier pour écrire le récit de son séjour difficile, violent, à Ceylan. Pour y parvenir, il dira souvent avoir écouté au moins 200 fois le mouvement lent du quatuor à cordes de Debussy. À Ceylan, dit Bouvier, j'entendais toujours cette musique dans ma tête qui était comme un florilège des vertus de l'Europe. Et d'ailleurs, le livre est dédié à l'épouse et aux enfants de Bouvier, mais aussi à Claude Debussy. En 1982, paraît en Suisse le seul recueil de poèmes de Nicolas Bouvier sous le titre « Le dehors et le dedans ». On y trouve notamment, dans un poème intitulé « Printemps kurde », ce très beau quatrain. « L'averse m'a rincé le cœur, elle l'a tordu comme une éponge. Alors le seul fait d'être au monde remplissait l'horizon jusqu'au bord. » En 1984, Bouvier fait un grand voyage en Chine comme guide culturel pour une agence de tourisme de Lausanne. En 1989, il est invité comme visiting professor en Californie de septembre à décembre et son épouse le rejoint en janvier 1990 et ensemble ils vont parcourir l'Arizona et le Nevada. Bouvier se dira émerveillé par la beauté des paysages américains, en particulier celui de Monument Valley. En 1992, un long entretien avec une journaliste suisse paraît chez Métropolis à Genève sous le titre « Routes et déroutes ». L'année suivante sera réalisé le documentaire dont j'ai déjà parlé
sous le titre « Nicolas Bouvier, le hibou et la baleine » par Patricia Plattner. Il reçoit le Grand Prix Ramu pour l'ensemble de son œuvre en 1995. L'année suivante, il publie « L'échappée belle », un livre sous-titré « Éloge de quelques pérégrins », où l'on trouve notamment un texte sur Ella Maillard, une autre grande voyageuse que Bouvier avait rencontrée en 1952 pour lui demander des avis sur la route Genève-Madras qu'elle avait déjà faite à 2 reprises. Ella Maillard, dont il préfacera Oasis interdite. On trouve aussi dans L'échappée belle un hommage à Henri Michaud. Et Bouvier meurt à Genève le 17 février 1998. Voici un extrait de son testament. Qu'il soit beaucoup question du somptueux mystère qu'est la vie, où l'on peut être à la fois comblé de grâce et déchiré de chagrin, et qu'il soit peu question de ma biographie, mérites et démérites, qu'on dise de moi que le meilleur de ma vie a été fait d'exorcisme et surtout de célébration. Que si même de l'écorchement j'ai cherché à faire une musique, c'était bien en hommage à une harmonie secrète qui n'est pas concevable sans un créateur génial et infini, et que nous sommes tous partie prenante à cette harmonie des sphères. Fin de citation. Ce texte, entre autres choses, nous pousse à nous demander quelle pouvait être la position de Bouvier à l'égard de la religion. La question lui a été clairement posée en 1990-91 pour le livre « Routes et déroutes ». Êtes-vous croyant ? Et voici sa réponse. Je ne parviens pas à croire que le Christ soit mort pour moi, donc je ne peux pas me dire chrétien. En revanche, si on enlève la dimension spirituelle à l'existence, elle cesse aussitôt de m'intéresser. J'aime les histoires de mystique, d'illumination. Elles m'intéressent et me concernent. Sans être du tout bouddhiste, parce que je n'ai pas mes racines en Extrême-Orient, je me sens plus proche de la pensée bouddhique. Sans aller m'asseoir en lotus ni avoir pratiqué la méditation, j'ai quand même fait d'énormes lectures et l'approche du bouddhisme, la fréquentation de certains bouddhistes très éclairés, l'ambiance de petits temples campagnards au Japon, en Corée, en Chine ou en Thaïlande m'ont beaucoup apporté. Fin de citation. Et à présent, je voudrais dire quelques mots de la genèse de l'usage du monde, de l'histoire de l'usage du monde, pourrait-on dire, qui fut une sorte d'aventure pour Bouvier. L'écriture du livre a commencé pendant son voyage, avec des notes, des carnets qu'il tenait, avec aussi des lettres adressées par Bouvier à sa famille. J'ai eu le privilège de passer de longues heures à la bibliothèque de Genève, examinant les cahiers et manuscrits de l'usage du monde. Le cahier noir Zagreb-Kaboul, le cahier noir écrit à Tabriz, le cahier noir du retour. Et j'ai pu constater devant tous ces documents l'énorme et fascinant travail que la composition de ce livre a représenté pour son auteur. Avant sa rédaction définitive, Bouvier avait publié les premières versions de certains chapitres. Par exemple, dans le Bulletin catholique de Téhéran, il avait publié un texte intitulé « Tzigane des champs » qui sera repris dans un chapitre de l'usage du monde. Ou encore, en 1957, il publie dans le Journal de Genève plusieurs chroniques de voyages illustrées de photographies qui se retrouveront aussi, après avoir été remaniées, dans son livre. Le travail de réécriture a vraiment été considérable pour lui parce que le style fut une préoccupation constante pour Nicolas Bouvier. Par exemple, dans une lettre à
son ami Thierry Vernet, il écrivait en 1955 « Je lis par petits morceaux la nouvelle histoire de Mouchette de Bernanos, un des plus beaux styles français que j'ai rencontrés. Et ce qui m'encourage beaucoup, écrit exactement avec mes difficultés. Je n'ai jamais compris de l'intérieur le travail de l'écrivain aussi bien qu'en lisant Bernanos. » Fin de citation. La composition de son livre fut donc pour Bouvier une entreprise de longue haleine. Il dira plus tard, à l'occasion d'un entretien peu avant sa mort, « Je me suis mis à l'établi comme un apprenti cordonnier qui fait des bottes pour une marquise. Il ne faut pas que ce soit raté. » Il dira aussi, pour écrire ces 340 pages, j'ai mis 3 ans. D'ailleurs, à la fin de L'usage du monde, il s'interroge « Pourquoi s'obstiner à parler de ce voyage ? Les pages s'amoncellent, j'écorne un peu d'argent qu'on m'a donné. Je suis presque un mort pour ma femme qui est bien bonne de n'avoir pas encore mis la clé sous la porte. » De fait, son épouse, Eliane, a tapé L'usage du monde 3 fois à la machine. Nicolas tapera lui-même la dernière version. Le titre, comme il est fréquent, n'a pas été non plus trouvé tout de suite. Dans une lettre, en août 1955, Bouvier appelle son livre, pour la première fois, « Le livre du monde », puis ce sera « Le monde extérieur » et « Un moment de vie ». Intitulé finalement « L'usage du monde », un titre qui évoque Montaigne, le livre sera refusé par 8 éditeurs parisiens. Je dis bien, sera refusé par 8 éditeurs parisiens avant de recevoir sur manuscrit le prix des écrivains genevois, ce qui a permis, le montant du prix, a permis à Bouvier de le faire paraître chez Drault à compte d'auteur. Drault tire le livre à 2000 exemplaires, ce qui n'est vraiment pas un chiffre considérable, mais en mai de l'année suivante, seulement 1000 exemplaires ont été vendus. En Suisse, il y a bien eu quelques émissions de radio, quelques articles, notamment dans la Tribune de Genève et la Gazette de Lausanne, mais strictement rien en France. En 1964, le livre sera repris par l'éditeur Julliard, mais ne sera ni lancé ni diffusé. Il ne connaîtra pas le succès avant sa réédition à la Découverte, aux éditions de la Découverte en 1985, puis chez Payot, un éditeur suisse à l'époque, en 1992. Pour le lancement du livre, il y a eu un texte de Jean Starobinski qui figurait sur le prospectus de souscription des éditions Drault. Voici un passage de ce texte écrit par Starobinski pour son ancien étudiant. « Pour quelle raison parcourir le vaste monde quand on n'est ni technicien, ni sociologue, ni journaliste, ni globe-trotteur professionnel ? Nicolas Bouvier nous l'apprend. Pour pénétrer dans l'espace étranger, pour lui appartenir, le faire nôtre, et y rencontrer nos semblables en ce qu'ils ont de plus dissemblables. » Fin de citation. Et j'aimerais conclure cet exposé en citant 2 phrases très belles et très profondes de Nicolas Bouvier. La première est inédite, elle se trouve dans le cahier noir du retour, où je l'ai recopié, et je remercie la Bibliothèque de Genève de m'avoir autorisé à la citer. « Mon Dieu, faites-moi la grâce de me clouer à cette table. J'ai le plus beau métier du monde. Faites-moi la grâce de m'y maintenir, par la santé ou par la maladie, par la pauvreté ou l'argent, par ce qui m'y tiendra le plus fort et le plus serré. » Et la deuxième phrase est brève. Elle se trouve
dans la préface de Nicolas Bouvier au recueil Douleur du poète tchèque Vladimir Holan, qu'il aimait profondément. La vie n'étant que tremblement, de terreur ou de plaisir, ce qui ne tremble pas ne m'intéresse pas le moins du monde. Fin de citation. En 2004, les éditions Gallimard ont publié dans la collection Quarto un beau volume d'œuvres de Nicolas Bouvier, où l'on retrouve notamment L'usage du monde, Chronique japonaise, Le poisson scorpion, la version écrite du hibou et la baleine, ainsi que d'autres ouvrages encore difficiles à trouver aujourd'hui, qui sont réunis dans ce volume illustré, dans lequel on trouve également beaucoup de photographies prises par Bouvier lui-même sur la route de l'usage du monde, et plus tard pendant ses différents séjours au Japon.